Donc moi je voulais réinvestir sur le plateau la dimension physique, présente, collective du chagrin en partage. Je suis partie de la fin de la dernière pièce que j'ai montée, L'absence de père, qui est une adaptation de Platonov, de Tchekhov. Et la dernière phrase de cette pièce, c'est « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Enterrer les morts et réparer les vivants ?» Donc on a rencontré avec l'écrivain Guillaume Poix et une partie de l'équipe plus de 300 personnes, autant de gens qu'on estimait de jours gâchés par la crise. Et on leur a posé cette question « Qu'entendez-vous par réparation? Quel sens a pour vous la réparation? Qu'est-ce que ça signifie pour vous la réparation ?» Et on est parti de ce terme-là, non pas tellement pour construire le spectacle à la fin, mais en tout cas pour rencontrer des inconnus pendant cette crise dans des théâtres qui étaient à l'époque abandonnés et qui d'ailleurs ont inspiré la scénographie du spectacle. Et c'était, je pense, une manière d'aborder la violence par un aspect un peu plus doux, étant donné la période complexe qu'on a traversée, et de leur permettre aussi d'évoquer des histoires. Mais la réparation, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'aspect actif, le cheminement vers une transformation qui m'intéressait et qui est aussi une part du spectacle. Non pas parce qu'on a l'ambition de réparer les gens, je pense que le théâtre n'a pas vocation à ça, mais en tout cas le mouvement de réparation est quelque chose qui m'a interrogée et qui m'a intéressée. En effet, je pense qu'on a rencontré un petit peu plus de 300 personnes avec Guillaume Poix et une partie de l'équipe pour pouvoir défier le contexte à cette période d'isolement social et puis je pense de rencontrer l'autre coûte que coûte, d'aller à contre-courant de ce que nous imposait la période. On s'est rendu compte quand même dans une majorité de ces histoires que les gens nous racontaient qu'il y avait la présence d'un mort. Mais au départ, on s'est dit c'est certainement pas la thématique dans laquelle on va travailler. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme déni autour de ce sujet-là et que c'était précisément ce sujet qu'il fallait probablement emprunter et aborder parce qu'il était significatif d'une véritable rupture anthropologique actuelle. On a été, je pense aussi, très inspirés au départ, mais comme une gifle quoi, du décès des anciens dans les EHPAD, solitaires, de l'absence de funérailles collectives, des cercueils plombés, de l'interdiction de se réunir ou même de tenir la main de quelqu'un pendant cette pandémie. Et je crois que ça a été un déclencheur. Les historiens disent que le 19e siècle, c'était le siècle du deuil. Et aujourd'hui, pour plein de raisons, la sécularisation, mais aussi l'émergence d'une pensée de plus en plus eugéniste, positiviste, le transhumanisme aussi qui est très présent, qui pourrait imaginer qu'on serait débarrassé dans quelques années de l'expérience du vieillissement, mais plus largement de l'expérience aussi ontologique de la mort, fait que c'est un sujet qui a été mis de côté et qu'on a du mal à prendre en charge dans nos sociétés contemporaines. Et nous, on s'est intéressé à ce sujet-là précisément pour ces raisons-là et on a identifié parmi ces 300 récits, 9 d'entre eux qui semblaient passer au théâtre une commande et ça a été, disons, le parti pris performatif du spectacle de tenter par la fiction de répondre à ces commandes autour de la mort. Alors moi je revendique vraiment le fait de travailler de manière très collective. J'ai l'impression que mon travail, c'est de provoquer des interactions avec des matières, des interactions entre les gens et puis des interactions aussi avec les spectateurs et puis des interactions aussi dans l'écriture, là, à partir de ces rencontres qui sont des interactions aussi. J'ai la sensation vraiment de ne pas avoir écrit avec Guillaume Poix un spectacle, et puis avec toute l'équipe, un spectacle documentaire, mais plus d'essayer d'investir l'espace entre les gens et nous, et c'est aussi le cas avec les spectateurs et les spectatrices, j'ai l'impression. Il y a une nouveauté aussi dans le travail, c'est l'arrivée du mouvement. Il y a un chorégraphe qui s'appelle Sylvain Lamotte qui a travaillé avec nous, parce que pour moi un sacre ça a 3 significations. D'une part, un sacre c'est un oiseau de proie dont il est question dans le spectacle, à la fois majestueux et un petit peu effrayant, mais c'est aussi un couronnement, je trouve, et il est un personnage dont il est fortement question de ça dans la pièce, mais aussi un sacre c'est un synonyme d'une cérémonie. Et j'ai voulu que pour ces histoires-là, comme il était question de répondre à des commandes, l'une de ces commandes était d'organiser une cérémonie pour un des morts. Et cette cérémonie, elle prend la forme d'un grand rituel collectif qu'on a inventé, dans lequel le mouvement a une importance assez capitale, parce que je crois que le chagrin, et il est question de ça dans le spectacle, le chagrin a une dimension physique qu'on a tendance à oublier. C'est pour ça qu'on parle du travail, du deuil, on est dans un rapport très intellectuel au chagrin, à la peine, à la mort, dont il faut se débarrasser souvent le plus vite possible. Donc moi je voulais réinvestir sur
sur le plateau la dimension physique, présente, collective du chagrin en partage. Donc c'est pas mal de parler d'orchestration. Moi j'ai l'impression de travailler beaucoup à l'intuition. Je trouve que c'est quelque chose qui a un petit peu dénié l'intuition de temps en temps, alors que l'intuition, je crois que c'est vraiment une connaissance mais non rationnelle. De ne pas se suffire du rationnel, je crois que c'est fondamental, surtout dans un sujet comme celui-ci autour de la mort, où on a cherché aussi à réfléchir au clivage qui existe entre mysticisme et rationalité. Donc je crois que c'est d'essayer en fait de provoquer les conditions d'une rencontre favorable, d'un dialogue fécond, dans lequel il peut y avoir une dialectique aussi, pour qu'ensemble, toutes forces réunies, on puisse travailler dans la même direction, donc à force de documentation, à force de rencontres, à force de réflexion, à force de lecture, à force de recherche, d'improvisation évidemment, et un temps de plateau qui est assez long. Et puis aussi j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée par une équipe assez exceptionnelle.